Alors bon, j'ai appelé ce slide la ruée vers l'hydrogène. Bon, ça évoque quelque chose, bien sûr. Et en fait, il ne se passe pas de jour sans des annonces sur Internet, dans les journaux spécialisés, dans la grande presse, par les newsletters, au sujet de tous les développements qui ont trait à l'hydrogène, que ce soit par le gouvernement, par la Commission européenne, par les grands centres de recherche, les grands instituts, l'ADEME, le CNRS, le CEA, mais aussi, surtout, par les industries, donc dans beaucoup de secteurs industriels, en particulier dans le secteur du transport, les équipementiers, la construction navale, la construction aérienne, on en parlera un peu, donc c'est très impressionnant l'engouement qu'il peut y avoir. Alors je citerai juste un exemple qui est assez frappant, c'est celui d'ArcelorMittal. Donc très récemment, on a entendu qu'ArcelorMittal avait investi ou était en cours d'investir 1,7 milliard d'euros. Alors ArcelorMittal, c'est le premier sidérurgiste au monde. Il a deux installations en France, l'une qui est à Dunkerque, l'autre qui est à Fos-sur-Mer, avec 5 hauts fourneaux qui, bien entendu, traitent du charbon. Donc ils investissent pour remplacer 3 des 5 hauts fourneaux par des fours électriques et réaliser toute la partie réduction du minerai de fer à partir de l'hydrogène. Alors, bon, je ne vais pas décrire le sommaire, quelques mots sur le contexte, l'hydrogène et le dieselgène, qu'est-ce que c'est? Mythe et réalité, donc on a fait un transparent qui nous a semblé intéressant pour démonter, je dirais, les idées reçues. Quelques chiffres sur l'hydrogène, les modes et les outils de production, le mode de stockage, l'hydrogène dans la mobilité, l'hydrogène dans la transition énergétique et le plan français de transition énergétique. Alors, quelques mots sur le contexte. Donc, suite à la diffusion, à la publication en juin 2021 du dernier rapport du GIEC, je vous laisse découvrir les chiffres. Évolution de température moyenne mondiale depuis 1850, 1,2 degrés. Élévation du niveau moyen des mers entre 1901 et 2018, 20 cm. Augmentation de la teneur en CO2 entre le début de l'ère industrielle et maintenant, de 260 à 415 ppm. Alors, le ppm, c'est les parties par million. Juste pour donner une idée, ce sont des millilitres par mètre cube ou des milligrammes par kilo. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, la répartition des émissions mondiales par secteur en 2019, vous avez là le camembert avec des chiffres qui sont importants. D'abord, il y a 43,1 milliards de tonnes d'équivalent CO2 qui ont été émis en 2019, et l'énergie représente 73% de ces émissions, dont 16% dans le transport, 24% dans l'industrie et 17% dans le logement et le tertiaire. Alors ces chiffres sont importants parce que c'est précisément là que l'hydrogène va pouvoir intervenir. Alors le 6e rapport du GIEC, vous le savez, malheureusement, les objectifs de l'accord de Paris sont intenables, et pour inverser la tendance, il faudrait faire de très très gros efforts. Alors l'hydrogène, en fait, était connu avant même l'utilisation industrielle des hydrocarbures, qui sont actuellement la principale source d'émissions de CO2. Donc il a été découvert, identifié par Henry Cavendish, c'était en 1766, je ne vais pas faire trop d'histoire, mais quand même pour vous dire, et malheureusement, Lavoisier est arrivé un petit peu après, mais Lavoisier lui a donné son nom d'hydrogène, donc celui qui génère, donc c'est le nom en latin, celui qui génère de l'eau. Alors pourquoi apparaît-il maintenant comme une des solutions pour répondre aux enjeux climatiques? Eh bien c'est à cette question que l'on va essayer de répondre. Alors vous reconnaissez Avogadro, donc l'atome d'hydrogène, c'est le premier élément du tableau de Mendeleïev, donc avec un proton et un électron qui gravitent autour. C'est le plus ancien, je dirais, élément de l'univers. Il représente 75% en poids de l'univers et 96% en nombre d'atomes. La forme moléculaire, donc c'est l'association de deux atomes d'hydrogène qui ont mis en commun leur électron. Alors il se trouve que sur Terre, l'hydrogène sous forme moléculaire est extrêmement rare, mais par contre, alors il existe en très faible proportion dans l'atmosphère, dans la croûte terrestre, mais par contre il est très abondant sous forme combinée, et on va le revoir bien sûr, donc dans l'eau, bien sûr la principale source, les hydrocarbures, tous les composés organiques et donc tous les tissus vivants. Alors comme il faut le produire à partir des formes combinées qui n'est pas disponible comme ça,
comme l'électricité, c'est ce que l'on appelle un vecteur énergétique. On a fait un schéma ici pour essayer d'expliquer. Alors vous avez complètement à gauche les énergies primaires. Donc vous les connaissez tous, hein, c'est les combustibles, les énergies mécaniques, l'énergie thermique, électromagnétique et le nucléaire. Et ces énergies sont utilisables directement par les utilisateurs, le transport, l'industrie, la production d'énergie, logement et tertiaire, et soit directement, soit après stockage. Et sinon, bien, il faut passer par l'intermédiaire de vecteurs énergétiques. Donc c'est essentiellement le cas pour l'électricité, l'hydrogène et la chaleur. Voilà pour les définitions. Alors ce tableau, il va mettre en comparaison l'hydrogène. Alors à partir de maintenant, on va parler d'hydrogène pour le dihydrogène. C'est plus simple et c'est effectivement son nom usuel. Donc vous avez à gauche un tableau qui compare les propriétés énergétiques et les propriétés physiques de l'hydrogène par rapport au méthane, le méthane étant un gaz dont on est très familier puisque c'est le principal constituant du gaz naturel. Alors ce qui est important en haut, vous avez le PCI, ce qu'on appelle le PCI, c'est le pouvoir de combustion interne, c'est ce qui mesure l'énergie en définitive des composés. Et à droite, vous avez une comparaison par rapport à des combustibles que l'on a l'habitude d'utiliser. Donc il est 2 fois plus énergétique que le méthane, 3 fois plus que le gaz naturel, et puis le gasoil 2,8 fois, pratiquement 3 fois plus énergétique. Mais ça c'est vrai en poids, bien entendu. Alors, on a fait figurer en bas, je dirais, les aspects positifs liés à l'hydrogène et les aspects négatifs. Donc les aspects négatifs sont à gauche. Alors c'est le plus léger des gaz, comme on l'a vu. La masse volumique par rapport au méthane, CH4, il est 7 fois inférieur. Donc c'est vraiment très très bas. C'est la molécule la plus petite et donc de plus faible viscosité, ce qui pose des problèmes bien entendu pour son stockage. Il a, alors là c'est intéressant, il a une très large plage d'inflammation. Alors vous voyez c'est la ligne LIE/LSE, alors je ne vais pas vous noyer d'acronymes, donc c'est les limites inférieures d'explosivité et les limites supérieures d'explosivité. Si on prend le cas du méthane par exemple, en dessous de 5% de méthane dans l'air, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'inflammation. Au-dessus de 14%, il n'y a pas d'inflammation, il y a trop de méthane par rapport à l'oxygène, il ne se passe rien. Par contre, vous voyez la plage, elle est très importante en ce qui concerne l'hydrogène, puisqu'on va de 5 à 75%. Ça aussi, c'est la dernière ligne du même tableau, une plage d'inflammation, une énergie d'inflammation qui est très faible. Ça veut dire qu'une toute petite source de chaleur, eh bien, le feu, l'inflammation se propage. Alors, il a aussi, comme il a une combustion rapide, donc ça favorise la déflagration. Par contre, les aspects très positifs, comme on l'a vu, c'est le plus énergétique des combustibles en poids. Il a une forte diffusivité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, comme il est très léger, il va se répandre très très vite. Donc ça veut dire que effectivement, il est très inflammable, mais par contre, si l'espace n'est pas confiné, ça disparaît et il ne se passe rien. Il n'est absolument pas toxique, il n'est pas polluant, et sa combustion ne libère que de l'eau. Alors, mythe et réalité. Donc, on va faire un tout petit peu d'histoire. Alors, d'abord, bien sûr, on ne peut pas parler d'hydrogène sans parler de l'Hindenburg. Alors, l'Hindenburg, c'était un dirigeable qui était absolument énorme, le plus grand des dirigeables. Il faisait 190 000 mètres cubes d'hydrogène. Il faisait 245 mètres de long. Et il traversait l'Atlantique. Il avait fait 10 traversées de l'Atlantique, 63 voyages au total. C'était véritablement un paquebot de l'air. Malheureusement, donc, à Lakehurst, à côté de New York, le 6 mai 1937, eh bien, il a eu une inflammation et il y a eu 35 personnes sur les 97 passagers et membres d'équipage qui sont morts. Certains ont pu être évacués juste à temps. Alors, on accuse l'hydrogène. Bien sûr, l'hydrogène est un combustible. Le problème vient de 2 choses. D'abord, de la composition du dirigeable. Il était en coton et avec une ossature en aluminium. Et puis, surtout, le temps était très orageux, il avait traversé un orage, et quand ils ont mis à la terre, eh bien, il y a eu donc décharge électrostatique et le feu. Alors maintenant, la bombe à hydrogène, donc c'est le deuxième mythe et réalité. Bon, ça s'appelle la bombe H, c'est aussi la bombe thermonucléaire, c'est l'énergie du soleil. C'est donc la réaction, en fait, entre 2 isotopes de l'hydrogène.
le deutérium et le tritium. Et ces deux éléments, dans des conditions très particulières, évidemment ça ne peut pas du tout se produire dans la nature, ça nécessite un confinement, beaucoup d'énergie, etc., etc., je ne vais pas insister, mais ces deux éléments, ils se combinent et ils vont libérer donc un neutron et ils vont produire de l'hélium. Et cette énergie considérable, c'est 5 fois plus d'énergie que la fission. Voilà, donc ça va malheureusement aboutir, alors pour le Soleil, enfin c'est notre énergie, mais ça sert aussi à d'autres usages, malheureusement. Voilà, donc aucun risque d'explosion sur la Terre, je dirais, de thermonucléaire. Et le dernier, alors ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre nous, donc c'est la fameuse phrase de Jack Swigert, Houston, nous avons un problème. Alors, ce n'est pas dû à l'hydrogène. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont mis... Alors, ils étaient partis sur la Lune, hein, donc il y avait le LEM, le module de commande et le module de service. Et alors, on voit une photo du haut, donc avant l'accident, où on voit le bout des deux piles, les piles à combustible, le réservoir d'hydrogène et le réservoir d'oxygène. Et en fait, il y a eu un court-circuit qui a mis le feu, et donc une explosion, sur, là, il est là, sur le réservoir d'oxygène. Voilà. Bon, tout s'est bien terminé. Alors on voit une photo qui a été prise au moment du retour sur Terre. Tout s'est bien terminé. Fort heureusement, c'était dans le vide, et donc il n'y a pas eu d'effet de déflagration. Voilà, alors maintenant on va parler chiffres. Donc la production d'hydrogène, alors on pense à l'hydrogène, la mobilité, etc. Non, l'hydrogène c'est massif. C'est 74 millions de tonnes, et qui est en croissance depuis 50 ans de 2% par an. Alors on va voir d'abord la consommation. Alors la consommation, c'est avant tout l'hydrogène un intrant chimique. Ce n'est pas du tout un combustible. Alors à quoi il sert? À 52%, c'est l'hydrotraitement, la désulfurisation et l'hydrocraquage des coupes pétrolières. Alors je ne vais pas faire un cours de raffinage, mais c'est très important à comprendre. Les carburants, ils sont aux normes Euro 5, Euro 6. Ils doivent être à moins de 10 ppm, c'est pour ça qu'on parlait des ppm tout à l'heure, de soufre dans les carburants. Le brut, ça va très très loin, mais enfin disons un brut moyen, un brut saoudien, c'est à 2 à 3%. Ça veut dire que toutes les opérations de raffinage, on va se trimballer du soufre dont il faut absolument se débarrasser. Donc il y a des unités qui sont des unités très significatives, où il y a un balayage de cet hydrogène qui va enlever les composés soufrés, les transformer en gaz sulfuré, et ce gaz sulfuré va rejoindre des unités de lavage, qu'on appelle de lavage aux amines, et on a des unités closes qui vont récupérer le soufre, soit sous forme fondue, soit sous forme solide. Ce sont les énormes tas de soufre, parce que c'est la même chose pour le gaz naturel, que l'on voyait quand Lac était en service au port de Bayonne, et que l'on voit encore dans certaines raffineries. Mais maintenant, c'est plus souvent fondu, de façon à pouvoir être évacué par train. Alors la deuxième utilisation, c'est la chimie. La chimie, donc 42%. Alors bon, il y a des produits qui sont assez confidentiels, mais il y a surtout l'ammoniac. L'ammoniac, NH3, c'est le précurseur de tous les engrais azotés. Quand il y a de la tension sur le gaz naturel, c'est aussi un problème pour la production de ce qu'on appelle à tort en fait les engrais minéraux. En fait, c'est pas minéral. C'est par opposition, je dirais, au lisier, à l'azote qui est contenu dans le lisier, etc. C'est aussi organique, puisque c'est issu de la chimie organique. Et après, donc 6%, ben vous voyez, il y a très peu il n'y a pas de mobilité, c'est dans la métallurgie, le verre, les semi-conducteurs, et puis bien sûr, je dirais le plus spectaculaire, c'est l'espace avec l'hydrogène liquide qui est le carburant, l'oxygène liquide qui est le comburant, et c'est donc les carburants de tous les lanceurs, de la plupart des lanceurs. Donc là, vous avez la fusée Saturn V, mais c'est aussi le cas pour la navette spatiale et la fusée Ariane. Alors les sources de production, donc là aussi, 96% sont d'origine fossile. Elles ont généré 860 millions de tonnes de CO2, rien que la production d'hydrogène, hein, comparé aux je ne sais plus combien, 73 milliards de tonnes de CO2. 48% le gaz naturel, 30% le pétrole, 18% le charbon et 4% l'électrolyse. Donc vous voyez, on parle véritablement d'installations industrielles très lourdes. Alors on va rentrer un tout petit peu donc, dans les modes de production. Alors je ne vais pas insister, mais enfin c'est intéressant. Donc les technologies, donc il y en a 3 principalement. Le vaporéformage, donc là on va mettre en contact essentiellement le gaz naturel, mais ça peut être les hydrocarbures légers, avec de la vapeur d'eau à haute température. On est à 20 bars, on est à 800 degrés, avec des temps de séjour extrêmement courts. Plusieurs étapes, j'ai mis uniquement la réaction globale. Rendement 72%,
production de CO2, 9 tonnes par tonne d'hydrogène. La gazéification. La gazéification, donc là, on parle de résidus pétroliers lourds, on parle de charbon, et donc il y a une combustion en présence d'oxygène. Et cet oxygène est soit enrichi, l'oxygène de l'air, soit de l'oxygène pur. Ce qui explique les rendements qui ne sont pas très bons, parce qu'il faut générer cet hydrogène, et ça se fait par distillation cryogénique. En présence de vapeur d'eau, pareil, pour arriver à la même réaction. Là, on voit que la réaction est beaucoup plus complexe, l'équation est plus complexe, parce que c'est tous les produits possibles. Un avantage de la gazéification, on va en reparler, c'est que ça produit des gaz combustibles et il n'y a plus aucun résidu. Donc, alors que le brut ou le charbon, il y a du soufre, il y a des métaux, etc., etc. Et puis l'électrolyse, donc c'est des dissociations par le courant électrique de l'eau en ions hydroxyde et en hydrogène, avec des rendements qui sont bons, 70%, et une production de CO2 qui est bien entendu nulle. Alors les rendements, je vous ai mis la définition. Rendement d'électrolyse, ça ne prend pas en compte celui de la génération d'électricité, alors que les autres, on parle directement d'énergie fossile, donc d'énergie primaire, et qui est donc en France de 30%, je parle bien des rendements de la génération d'électricité, tout confondu, compte tenu du mix énergétique du parc français. Alors de quoi parle-t-on en fait? Alors j'ai voulu mettre ces photos pour vous montrer que c'est extrêmement massif. Alors vous avez complètement à gauche une unité de vaporéformage donc de Port-Jérôme, et au-dessus le schéma alors avec la toute petite sortie là ici d'hydrogène. Donc ce sont des unités qui font plusieurs hectares, qui coûtent dans les 500 millions de dollars et qui de plus en plus sont décentralisées. Avant c'était sous la responsabilité des opérateurs, c'était donc dans l'enceinte de la raffinerie, et de plus en plus maintenant c'est fourni par des fournisseurs de gaz à l'extérieur de la raffinerie, parce que ça permet de mutualiser les services avec d'autres utilisateurs, on en reparlera. Au milieu vous avez un IGCC. Alors un IGCC c'est une véritable usine à gaz, c'est une usine dans une usine. Il n'y a que 12 installations en Europe, et je ne suis pas sûr que toutes soient toujours en fonctionnement. Ce sont des installations extrêmement complexes, on est à 1300, entre 1300 et 1450 degrés Celsius, des pressions de l'ordre de 70 bars. Et vous voyez, la toute petite sortie d'hydrogène, elle est là. Donc on fait de la cogénération, on sort des gaz combustibles, on fait de la vapeur, on fait véritablement tout. Là, on est dans les 1,2 milliard, 1,5 milliard. C'est des unités. Un des avantages, d'abord, on génère tous les fluides de la raffinerie, on peut même en vendre à l'extérieur. Un des avantages également, c'est que ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça enlève tout, il n'y a plus aucun résidu, même les résidus, à partir des matières premières les plus épouvantables. Puis à côté, alors là, ça paraît très propre, c'est l'électrolyse de l'eau, donc avec deux types d'électrolyseurs, entre autres, les électrolyseurs à électrolyte alcalin, et puis les électrolyseurs à électrolyte acide. On arrive quand même à produire avec ces installations-là, à partir de l'électrolyse de l'eau, 1000 normomètres cubes heure. Sachant que sur un vaporéformage, on est entre 40 000 et 200 000 normomètres cubes heure. Donc c'est des installations absolument gigantesques, et c'est pareil donc pour la gazéification. Voilà, alors les stockages. Donc le stockage d'hydrogène, comme on l'a vu à partir des propriétés, c'est c'est un défi technologique. Alors c'est dû à quoi? C'est dû aux propriétés de l'hydrogène, à ses conséquences sur les matériaux, en particulier pour la cryogénie, et puis aux besoins spécifiques. Alors le plus classique, je dirais, c'est l'hydrogène sous pression. Vous avez une application en haut à gauche qui est une application pour les laboratoires, on est avec des réservoirs en acier. Pour la mobilité, mais je pense qu'on aura une leçon beaucoup plus complète avec Loïc tout à l'heure, on parle de réservoirs en composite qui sont plus légers et surtout qui résistent à l'écrasement. Et puis donc là, alors au milieu vous avez sous forme cryogénique, alors en haut c'est très particulier, c'est le réservoir de la navette spatiale avec une tôle qui fait 4 mm, donc c'est parce que le combustible est chargé au fur et à mesure et il est déconnecté au dernier moment, parce que sinon ça se vaporise compte tenu de la température extérieure, bien entendu. Et en dessous, vous avez un réservoir cryogénique qui, lui, est beaucoup plus épais. Il est destiné à la mobilité, parce qu'il faut qu'il résiste quand même à la pression qui va être générée par la vaporisation de l'hydrogène. Et puis, sous forme solide, alors vous avez deux types, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très complexe. Donc, par adsorption, donc c'est un procédé physique, c'est-à-dire que l'hydrogène reste sous forme moléculaire, et après il est désorbé pour être récupéré. Ou bien par absorption, donc ce sont sur des métaux, et ça donne des hydrures. Et là, il y a une réaction chimique, en fait,
et l'hydrogène se combine chimiquement avec les matériaux. Alors juste un tableau en haut pour montrer les caractéristiques critiques, donc le gaz comprimé, le liquide cryogénique et les hydrures métalliques. Alors en rouge, c'est, je dirais, les critères les plus prégnants. Donc la pression, ça va entraîner évidemment de bien maîtriser les hautes pressions. On parle dans les véhicules de 350 actuellement. Hein, par exemple, vous avez l'exemple ici pour un bus, on est à 350 bars. Hein. Donc la haute pression, il faut maîtriser non seulement les réservoirs, mais les connexions, les joints, les vannes. Donc il faut tout maîtriser. Hein. Et puis les liquides cryogéniques, donc là on est à moins 253 degrés, et comme vous le savez, il y a un problème. Alors d'abord il y a les pertes par évaporation bien entendu, et il y a une fragilisation des matériaux à des températures aussi basses. Alors juste, il y a deux critères, un critère qui est très important, c'est la masse d'hydrogène par rapport à la masse du stockage. Alors on voit que les gaz comprimés et les liquides cryogéniques c'est équivalent, par contre les hydrures métalliques c'est encore très bas, il y a beaucoup de travaux à faire, c'est des stockages extrêmement lourds qui interdisent pratiquement leur application dans la mobilité. Et puis les besoins énergétiques bien entendu, donc il faut comprimer, donc il y a 6,5 kWh par kilo d'hydrogène pour le comprimer jusqu'à 700 bars, et la perte et en ce qui concerne la cryogénie pour refroidir le gaz jusqu'à le rendre liquide, eh bien on est à 11 kWh par kilo d'hydrogène. Alors on a mis ici, là, pour illustrer un peu, le volume d'hydrogène nécessaire pour parcourir 100 km, en fonction donc des produits. L'hydrogène métallique, il faudrait 8 litres, l'hydrogène liquide, 15 litres, l'hydrogène gaz à 700 bars, 25 litres, donc ça commence à prendre de la place, et tout ça pour 100 km, et le diesel, ça reste encore malheureusement je dirais, mais le produit le plus énergétique compte tenu de son PCI. Alors c'est juste pour illustrer, il faut 1 kg d'hydrogène pour parcourir 100 km pour un véhicule normal. Voilà, donc on compare 1 kg ici dans tous les trois constituants, là, les trois réservoirs, alors que là il faut, je dirais à la densité près, il faut 5 kg de diesel. Donc on voit le pouvoir énergétique extrêmement fort de l'hydrogène par rapport aux autres. Alors là on parlait des stockages qui étaient des stockages dans des réservoirs, mais il y a d'autres formes pour stocker l'hydrogène, comme on en a besoin de beaucoup. Alors à gauche vous avez le stockage entre guillemets sous forme chimique, donc avec soit carboné comme le méthanol, soit décarboné comme l'ammoniac, qui présente beaucoup d'avantages, indépendamment du danger qu'il représente. Donc une forte densité énergétique, il est stockable sous 10 bars et à température ambiante, donc ça pose aucun problème de stockage. Il est utilisable comme combustible dans une pile à combustible, et en fait il est décomposable facilement par craquage. Et puis sous forme gazeuse, alors là vous avez une carte qui provient d'Air Liquide. Vous avez 2250 km de pipeline qui sont en opération. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux de l'hydrogène. Donc vous voyez, on ne parle pas de produits confidentiels. Hein. Et donc ils relient en fait entre le nord de la France et le Benelux toutes les raffineries. Elles sont connectées. Ils ont 8 unités de production d'hydrogène, donc par vaporéformage. Et donc c'est distribué, c'est un véritable réseau. Et puis ce qui est très spectaculaire, c'est dans les cavités salines, donc en grande profondeur, dans d'anciennes mines de sel ou dans des mines qui sont faites pour ça. Et là, on stocke des quantités extrêmement importantes. On est à plus de 1 million de mètres cubes. Et c'est un hydrogène qui est immédiatement disponible et en quantité extrêmement importante. Voilà. Alors l'hydrogène dans la mobilité, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc deux modes d'utilisation. Le moteur à combustion interne classique, pas de travaux particuliers, rendement 25%. Le problème, c'est que au moment de sa combustion, ça va générer des NOx. Et puis le rendement donc lié au moteur à combustion interne, 25%. Et puis bon, le grand enjeu de la transition énergétique en ce qui concerne l'hydrogène, c'est bien sûr la pile à combustible. Donc c'est la production d'électricité qui suit le principe inverse de l'électrolyse à partir d'hydrogène qui est stocké et de l'oxygène de l'air. Voilà, donc des rendements qui sont très bons et qui sont surtout empilables avec des capacités modulables. Aucun polluant, aucune pièce en mouvement et c'est totalement silencieux. Donc je vous ai mis là 2 types, il y en a 5 en fait, beaucoup de travaux de recherche, donc la pile à oxyde solide
qui peut aller quand même jusqu'à 100 MW, hein, on parle quand même d'installations industrielles importantes, et des piles à membrane échangeuses de protons. Alors, l'hydrogène dans la transition énergétique. Donc on a vu l'utilisation industrielle de l'hydrogène. Qu'est-ce que vient faire, en fait, qu'est-ce que nécessite l'introduction de l'hydrogène? Alors d'abord, au niveau de la production, on va introduire donc de la biomasse qui va pouvoir être traitée, pareil, par vaporéformage et gazéification, avec ce qu'on appelle le CCS. Alors le CCS, c'est extrêmement important, c'est le Carbon Capture and Storage, donc c'est le stockage, la récupération du carbone et le stockage. Donc ça, c'est une technologie qui est fondamentale pour la transition énergétique. Et puis, surtout, la massification de l'électrolyse avec bien la production d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir servir les besoins, soit sous forme d'énergie renouvelable, soit sous forme d'énergie nucléaire. En ce qui concerne le conditionnement et la conversion, donc rien de neuf, les technologies sont maîtrisées. Les stockages, eh bien, on a vu également, on en a parlé, les travaux, ils ne sont pas mentionnés là, les travaux importants sur les stockages solides, sous forme d'hydrure en particulier. Et ce qui est très important, c'est la décarbonation des usages dans le transport, dans l'industrie, dans la production d'électricité et dans les logements et les tertiaires. L'industrie, non seulement pour la production d'énergie nécessaire au fonctionnement des usines, mais aussi pour rentrer dans le process. Comme on l'a vu tout à l'heure avec ArcelorMittal. Et en ce qui concerne le logement et le tertiaire, c'est surtout le déploiement de la pile à combustible, un peu dans tous les usages. Alors les rendements de la chaîne hydrogène, alors c'est là où ça coince un peu. Donc en haut à gauche, vous avez une comparaison des rendements. Donc chaîne hydrogène, de l'alimentation de l'électrolyseur au moteur, 24%. Chaîne électrique, de l'alimentation de la batterie au moteur. On parle bien des utilisations dans la mobilité. Bon, je vous ai mis là pour les spécialistes tous les rendements intermédiaires, mais on pourra en rediscuter. À droite, vous avez les prix. Donc le vaporéformage du gaz naturel, on est à 1,6 € par kilo. Le vaporéformage avec donc, le stockage du carbone, on rajoute 0,5 à 2 € par kilo, bon, sachant qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Et puis l'électrolyse pour l'instant, mais ça va être confirmé tout à l'heure par Loïc, ou au contraire infirmé. Donc on est entre 4 et 6, l'objectif c'est d'arriver au prix du vaporéformage à terme. Et vous avez donc en bas à gauche un bar graphe. Alors vous avez en bas en particulier le vaporéformage du méthode. Donc là on parle des émissions de CO2 par kilo d'hydrogène, exprimé en kilos. Donc on est, par exemple, pour le vaporéformage, on est à 12 kg, la gazéification du charbon, 21, l'électrolyse réseau Europe, on est à 18,75. C'est-à-dire que faire de l'électrolyse avec de l'électricité venant du mix européen produit plus d'hydrogène que celui qui vient du gaz naturel. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, bien entendu, où là on est à 2,8. Donc c'est très en faveur de... Voilà, alors, donc je vais pas me lancer dans le débat, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi l'hydrogène? Alors il y a une analyse qui a été très bien faite, sur laquelle je pourrais vous renvoyer, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, de l'ADEME, donc c'est l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant la transition énergétique, donc qui explique qu'en fait, ces technologies ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires, et elles s'adaptent à des besoins très spécifiques. Je pense que c'est ce que tu nous expliqueras. Et puis, il y a un autre concept qui est le power to H2 to power. C'est très important parce qu'en fait, c'est la production d'hydrogène, mais cette production d'hydrogène, elle est stockée elle remplace le stockage électrique en quelque sorte, en particulier pour les énergies renouvelables intermittentes, qui ne sont pas utilisées et donc elles sont stockées sous forme d'hydrogène et après pourraient soit distribuer dans le réseau, soit produire de l'électricité. Donc c'est un concept important. Voilà, on a presque fini. Donc l'hydrogène, vecteur énergie bas carbone. Alors actuellement, l'hydrogène occupe une place très modeste dans le système énergétique mondial. Donc c'est 2% de la demande en énergie primaire, mais il est amené à jouer un rôle important dans la décarbonation. Donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Et la Commission européenne, récemment, je dirais, parce que vous aviez vu fleurir, si vous suivez un peu l'actualité, il y avait des hydrogènes de toutes les couleurs. Donc ils ont systématisé un peu les nomenclatures. On parle maintenant de 3 types d'hydrogène. L'hydrogène bas carbone,
Donc il est fabriqué à partir, alors ça c'est très important, pour bien comprendre, il est fabriqué à partir de sources d'énergie fossiles, mais dont le CO2 émis lors de la production est capté et stocké pour réduire les émissions. On en a parlé, c'est le CCS. Il peut également être produit par électrolyse de l'eau à partir de l'électricité provenant de l'énergie nucléaire. Hydrogène carboné, donc lui, il est fabriqué à partir de sources d'origine fossile ou encore par électrolyse alimentée par des mix électriques qui sont carbonés. Et puis l'hydrogène renouvelable, il est produit par électrolyse de l'eau à partir de sources d'énergie renouvelables. Alors ici en face, donc, on vous a mis la situation de la production d'hydrogène en France. Où en est-on? Où en sommes-nous, pardon? Donc l'hydrogène carboné, à partir de résidus pétroliers lourds, de charbon ou de gaz naturel, 96%. L'hydrogène bas carbone, répondant aux définitions qui sont à gauche, électrolyse d'origine par électricité d'origine nucléaire, 3,5%, et actuellement l'électrolyse renouvelable, 0,5%. Donc tout ça est amené à croître. Voilà, et enfin le dernier slide, un mot sur le plan français de transition énergétique. Alors l'hydrogène est vu comme un moyen qui permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour ça, il y a des plans qui ont été mis en place. Donc il y a d'abord le PPE, le plan alors, qui parle de beaucoup de choses, hein, mais là on a extrait ce qui concerne spécifiquement l'hydrogène. Donc la programmation pluriannuelle de l'énergie et le SNBC, l'ASNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. Et donc d'ici à 2030, 7 milliards d'euros vont être investis, sont en cours d'investissement pour réduire le CO2 de 20 millions de tonnes sur la période, à partir en particulier d'hydrogène, au niveau européen, mais à l'échelon de 2050, on est à 450 milliards d'euros. Donc vous avez les 4 étapes, hein, décarbonation de la production, des transports, de l'industrie, des énergies intermittentes, et ce qui est intéressant, ce sont les objectifs, donc on va pouvoir comme ça les vérifier. Production de 630 000 tonnes par an d'hydrogène décarboné en 2030, à partir de 2030, et 20 à 40% d'incorporation d'hydrogène décarboné dans le réseau d'hydrogène industriel. Et vous avez vu que c'est très massif quand même. Hein. Sinon, de 20 000 à 50 000 véhicules utilitaires et de 800 à 2000 véhicules lourds, donc il faut que l'industrie suive. Et puis 10 à 100 démonstrateurs de puissance qu'on appelait le power to gas, on en a parlé tout à l'heure. Et pour que ce soit réalisable, eh bien, il y a des points qu'il faut absolument franchir, ce qu'on appelait les facteurs clés de succès. D'abord l'amélioration des rendements au niveau des électrolyseurs, mais aussi au niveau des piles à combustible. Minimisation du recours aux terres rares, c'est le grand débat en ce qui concerne la pile, mais aussi aux métaux précieux. Les batteries, pardon. Valorisation de la coproduction d'oxygène. Vous avez vu que l'électrolyse de l'eau génère de l'oxygène. Et donc il faut la valoriser au mieux, bien entendu, sachant que c'est un gaz qui est quand même précieux. Le développement, le développement des infrastructures qui, lui, est essentiel. Il faut pouvoir trouver de l'hydrogène pour la mobilité un peu partout, pas seulement dans les flottes captives. La maîtrise des risques industriels, c'est des points importants, on l'a vu au niveau des stockages. Et enfin, le développement donc, des énergies renouvelables. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Francis pour cet exposé super développé sur l'hydrogène. Donc moi je ne vais même pas avoir besoin de parler d'hydrogène, globalement. Je vais vous parler un peu de ma société. Et pourquoi je vais vous parler de ma société? C'est parce qu'au sein de ma société, on développe des écosystèmes à base d'hydrogène renouvelable et bas carbone. En fait, H2X, alors H2X écosystème, a été créé en 2020 par Stéphane Paul, dans le but de créer avec les acteurs du territoire, avec et pour les acteurs du territoire, des écosystèmes à base d'hydrogène renouvelable et bas carbone. Donc la stratégie de l'entreprise a été du coup de se placer sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, c'est-à-dire de la production d'hydrogène jusqu'aux usages. Donc par rapport à ça, en fait, la stratégie et la théorie des écosystèmes qu'on a développés se basent sur 3 principes fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut sembler un peu, on va dire, perché. Mais globalement, c'est parti sur l'économie symbiotique. C'est une théorie qui est développée par Isabelle Delannoy,
qui, si je résume, en fait, cette économie symbiotique, c'est le fait de comment on arrive à maximiser les ressources énergétiques et comment on crée un maximum de services par unité d'énergie, globalement, tout en réfléchissant aux moyens de régénérer les territoires, aussi bien environnementalement, socialement et sociétalement. Je vais rentrer un peu plus dans les détails après sur le concept d'écosystème, ça vous parlera un peu plus. On est parti aussi sur les principes des objectifs du développement durable, donc les ODD, les 17. Et en fait, quand on réfléchit par rapport à l'hydrogène peut répondre à un grand nombre d'ODD. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et de comprendre ce qu'on appelle l'écosystème, en fait, dans lequel on s'implante. Et enfin, il y a une norme de l'AFNOR, la 37101, qui s'intéresse notamment à tout ce qui concerne le déploiement du développement durable au sein des collectivités territoriales. Et dans ce cadre-là, et pour formaliser en fait notre notion d'écosystème, on a initié avec l'AFNOR et une dizaine de partenaires l'établissement d'une spécification AFNOR. Donc en résumé, c'est une prénorme qui s'appelle Écosystème symbiotique à base d'hydrogène renouvelable et bas carbone pour les territoires et l'industrie. Alors ça a un grand titre, mais pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis que l'hydrogène est populaire, donc ça fait quand même 3-4 ans qu'on en parle beaucoup, il y a le mot écosystème qui s'y est mis souvent. On parle souvent d'écosystème portuaire, écosystème territorial, écosystème terrestre, sauf que la notion d'écosystème qui sont portés par d'autres industriels n'est pas la nôtre. Et pour défendre notre notion d'écosystème, on a décidé de commencer par un travail sur une spécification AFNOR et dans l'idée, après, d'aller vers la normalisation ISO pour défendre notre principe. Du coup, rapidement, la structuration d'H2X, et ça va compléter la place de l'hydrogène, comment on considère l'hydrogène, nous, sur les territoires. En fait, on est divisé en plusieurs pôles. On a la partie technique industrielle qui développe les prototypes et industrialise les produits. Donc on va de petites piles à combustible de 5 kW qui sont couplées à des réservoirs aussi qui ont moins d'1 kg d'hydrogène. Avec ça, ça nous permet de proposer un kit, un power kit, qu'on assemble dans des petits véhicules pour faire de la mobilité. Mais de la mobilité légère. On n'est pas parti sur de la mobilité lourde comme ce qui est prôné globalement par l'ensemble des acteurs. On a aussi développé avec l'aide de l'Europe un groupe électrohydrogène, donc de forte capacité, et on le développe aussi avec Enedis, dans l'idée de décarboner les activités d'Enedis au moment où ils font des travaux sur les réseaux, notamment. Pour des pannes électriques, par exemple. Et la puissance de ce groupe électrohydrogène est capable d'alimenter une centaine d'habitations, en fait, sans couper les habitations du réseau d'électricité. Donc ça, c'est le pôle écosystème. Ça, c'est le pôle technique. Moi, je m'occupe du pôle écosystème et R&D avec ma casquette. Donc l'idée, c'est de développer les écosystèmes territoriaux et industriels. Je vais revenir là-dessus. Et sur la partie R&D, on a 2 doctorants actuellement. Un qui travaille sur des électrodes nouvelle génération pour optimiser l'efficacité énergétique des électrolyseurs. Parce que Francis l'a très bien dit, un électrolyseur, ça consomme beaucoup d'énergie pour casser la molécule d'eau, étant donné que c'est l'une des molécules les plus stables au monde, l'eau. Et nous avons une autre doctorante qui est basée à Redon, qui elle travaille sur une méthodologie pour évaluer les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux des écosystèmes à base d'hydrogène. Et en complément, ça vient en écho à la dernière slide de Francis, la valorisation de l'O2. On s'intéresse fortement à la valorisation de l'O2 parce que quand on casse la molécule d'eau, il faut 55 kWh d'énergie, environ. Globalement, ça dépend des technologies, mais en moyenne 55 kWh. Si on prend 1 m3 d'eau, je schématise, on produit 100 kg d'hydrogène, 900 kg d'oxygène. Donc si on veut optimiser, entre guillemets, le rendement énergétique de l'électrolyse, il ne faut pas s'occuper que de l'hydrogène, mais il faut aussi, si possible, s'occuper de l'oxygène. Et il y a plein d'usages d'oxygène qui peuvent être appliqués sur les territoires, justement.
Et après, on intervient aussi au niveau des écoles d'ingénieurs pour faire de la formation sur l'hydrogène, tout simplement, des missions de sensibilisation. Et on est membre fondateur d'un Living Lab qui a été créé en 2021, qui s'appelle Arnevez, et c'est sur la transformation écologique des territoires, et principalement des territoires ruraux. Parce qu'on va voir que notre notion d'écosystème, en fait, s'applique aussi bien aux écosystèmes, aux métropoles qu'aux petites centralités. Parce que actuellement, ce qu'on voit dans la presse, c'est principalement les écosystèmes qui se montent, c'est des écosystèmes pour des grandes villes. Globalement, il y a Saint-Brieuc, il n'y a pas longtemps, qui veut faire un écosystème. C'est une grande ville, mais de taille moyenne. Il y a Vannes, plus grande. Vous avez Auxerre. Vous avez Montpellier, vous en avez plein. Et c'est souvent des grandes métropoles avec 100 000 habitants au moins. Mais si on réfléchit au modèle économique, en fait, et à un changement de modèle via l'hydrogène, ce qui est possible, on peut adapter l'hydrogène pour même des petites centralités et répondre à des problématiques spécifiques des territoires. Donc, notre notion d'écosystème. Globalement, c'est comme ça que Stéphane Paul l'a pensé. Dans un premier temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment l'hydrogène peut remplir des missions d'utilité publique et comment il peut répondre à des problématiques de territoire. Donc pour ça, il faut s'intéresser à ces problématiques et faire une étude de ces problématiques en accompagnant les acteurs locaux. Et ces études se font avec et par les acteurs locaux. En fonction de ces problématiques-là, et en faisant aussi le bilan des ressources du territoire, donc aussi bien en énergie renouvelable qu'en ressources en eau, il est possible de coupler ces ressources et valoriser ces ressources sur le territoire pour répondre à des problématiques spécifiques. Et finalement, en fonction de ces deux paramètres, on arrive à dimensionner une quantité d'hydrogène potentiellement consommable sur le territoire pour répondre à des enjeux. Nous, globalement, l'hydrogène, on le voit, ce qu'on appelle, il y a la théorie du MAS, Mobilité as a Service, et nous, on voit l'hydrogène as a Service, en fait. Comment l'hydrogène peut rendre des services sur les territoires. Et du coup, globalement, ce qu'on propose, nous, dans les modèles d'écosystème, c'est que l'hydrogène, il y a une partie de l'hydrogène qui sert à alimenter des services publics, type les bus, les bennes à ordures ménagères, pour décarboner les services publics. Et en plus, on propose un modèle qui est basé sur de la petite mobilité, la mobilité légère, qui permet de développer un service de mobilité qui répond à des problématiques. Par exemple, on est en cours de développement d'un écosystème sur Redon. Donc Redon, c'est une ville de 9-10 000 habitants. L'Aglo fait 65 000 habitants, donc c'est petit. Et globalement, les problématiques sur ce territoire-là sont la mobilité des seniors, la mobilité aussi des gens qui sont à la recherche de travail et puis qui n'ont pas forcément les moyens d'aller jusqu'à leur travail. Et l'idée, c'est de proposer un véhicule serviciel en free floating, donc type Autolib, en fait, globalement, via abonnement, et le conducteur, le consommateur, utilise ce service-là. Principalement, nous, on s'intéresse sur l'électrolyse de l'eau, clairement, et quand on peut, on fait de l'électrolyse des eaux usées aussi. Parce que dans l'idée, c'est que si on doit produire un vecteur énergétique, l'idée, c'est pas de le mettre en concurrence avec d'autres ressources vitales sur un territoire. L'eau en est un. Et du coup, si on peut justement éviter une compétition et, entre guillemets, faire faire un choix à un territoire entre produire son vecteur énergétique ou avoir de l'eau potable, on préfère éviter ce paradigme-là et partir sur des eaux usées. Après, avec le traitement de l'eau, c'est possible. Du coup, ça, c'est les modèles qu'on développe. Et en faisant ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des projets qui sont construits avec les acteurs locaux, donc avec les industriels, avec les politiques locales, avec les citoyens.
Comment on gère après ces écosystèmes-là? Ça vient juste après là, justement. C'est que si on se rend compte c'est ce qu'on appelle l'OPEX. Alors, comment on dit les coûts opérationnels pour produire de l'hydrogène. Vous avez entre 50 et 60% du prix de l'hydrogène vendu qui correspond à l'énergie utilisée. Donc globalement, si on prend, allez, je vais arrondir un chiffre, un kilo d'hydrogène renouvelable à 10 €, vous avez 6 €, c'est que du coût électrique, globalement. Et quand on voit le prix et le renchérissement des énergies, là l'électricité est en train de flamber, le prix de l'électricité, l'idée c'est de se dire comment on arrive à rendre viable un modèle économique à partir de l'électrolyse de l'eau. Et le seul moyen de faire, c'est décorréler le prix du kilo d'hydrogène du prix de l'énergie. Et pour ça, le service de mobilité permet de gérer ça. Et pourquoi on a choisi de la mobilité légère? Parce que la mobilité légère, ça consomme peu. Et si on ne facture pas au kilo d'hydrogène, mais plutôt au service rendu, en gros en kilomètres parcourus par les véhicules, vous arrivez à rentabiliser et à viabiliser votre modèle économique. Mais ce qui est important dedans, et ce qu'on défend nous dans les écosystèmes, c'est ce modèle-là. C'est qu'au sein de ces écosystèmes à base d'hydrogène renouvelable, l'idée, c'est qu'il y ait une société de territoire qui gère l'ensemble de l'écosystème et qui gère de la production jusqu'aux usages, globalement. Au sein de ces sociétés de territoire, il y a un motif, il y a un leitmotiv qui est primordial pour nous, c'est qu'en fait, si on crée de la valeur sur un territoire via l'hydrogène, il faut que cette valeur-là reste sur le territoire. Et pour qu'elle reste sur le territoire, il faut que les capitaux de cette société de territoire soient détenus en grande majorité par les acteurs locaux. C'est pourquoi nous, dans les sociétés de territoire, dans le cas par exemple de Redon, sur le cas de l'écosystème redonnais, il y a l'agglomération de Redon qui est au capital, vous avez les syndicats d'énergie des 3 départements, parce que Redon est un peu particulier, ils sont à cheval sur les 3 départements quasiment, sur 2 régions et 3 départements. Et dans un second temps, il va y avoir tout ce qui concerne les commerçants, les industriels de Redon, et aussi les citoyens à l'ouverture du capital. Dans l'idée, c'est de se dire que les gens qui vont les consommateurs qui vont consommer l'hydrogène en local vont générer de la valeur sur le territoire. Cette valeur va être remontée à leur société de territoire, et cette société de territoire pourra redistribuer les dividendes aux citoyens qui participent au capital de cette société. Et ainsi, la boucle est bouclée, vous créez de la valeur et vous la maintenez sur le territoire. Dans les sociétés de territoire-là, nous, H2X, on n'intervient même pas au capital, sauf s'il y a vraiment besoin qu'on intervienne au début, mais dans l'idée, c'est de se retirer après, pour garder ce leitmotiv, la valeur reste sur le territoire. Globalement, cette société, elle va gérer 2 choses. La mobilité, le service de mobilité créé, et la vente de gaz. Donc, et quand on dit vente des gaz, vente d'hydrogène et aussi vente d'oxygène. L'oxygène sur un territoire comme ça, rural par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que cet oxygène-là peut être injecté directement dans une station d'épuration pour alimenter les bactéries qu'il y a dans les phases aérobie. Et globalement, si vous injectez directement l'oxygène produit par électrolyse dans la station d'épuration, vous faites des économies d'énergie au niveau de la station d'épuration. Parce que du coup, vous supprimez une partie des suppresseurs d'air qui sont là pour alimenter justement les petites bébêtes dans la steppe, dans la station d'épuration. Donc, et c'est de ce principe-là, en fait, qu'est née cette spec, enfin cette spécification AFNOR, et que globalement, en raisonnant de manière écosystémique ou de manière globale, on est capable de générer de la valeur, favoriser la régénération des territoires au niveau environnemental et écologique, et aussi créer des emplois. Parce que le service de mobilité, là, ça permet de générer des emplois sur le territoire,
via des postes de chauffeurs-livreurs, par exemple. On peut faire même de la livraison de dernier kilomètre décarboné grâce à ça. Et on arrive à un ensemble de flux physiques qui sont totalement décarbonés dans l'usage. Sachant qu'on est sur la technologie pile à combustible et on n'est pas sur la techno moteur à combustion pour l'hydrogène. Pour le moment, on n'est pas pour ce genre de technologie. Il vaut mieux utiliser les piles à combustible. Donc ça, c'est le modèle que l'on crée globalement et avec lequel on arrive à faire comprendre aux territoires et aux territoires peu denses qu'il est possible pour eux de s'approprier la question énergétique, la question des mobilités, s'ils ont la gestion de la mobilité en interne, et penser global et avoir un véritable impact en local, tout en maintenant et en créant de la valeur. Dans nos écosystèmes, il y a une chose qu'on ne fait pas et qu'on ne veut pas, c'est faire de la production d'hydrogène pour l'injecter dans les réseaux gaziers, par exemple. Parce que là, si vous produisez de l'hydrogène, que vous l'injectez dans le réseau gazier pour qu'il soit utilisé à 100 ou 200 km, la valeur créée sur un territoire A ne va pas lui profiter, mais va profiter au territoire B. Et en quelque sorte, vous allez utiliser des ressources d'un territoire rural pour servir un autre territoire. Et ça n'a pas de sens forcément écologiquement parlant. Donc l'idée, c'est vraiment produire local, consommer local, pour générer de la valeur locale et la conserver localement. Et ça, tout territoire qui a un peu d'énergie, un peu d'eau, par exemple, peut être en mesure de produire son énergie et d'avoir un levier important sur son indépendance. Le modèle redonné là est en train de faire des petits et des émules. Vous avez une zone qui s'appelle... Alors, il y a plusieurs EPCI qui se sont regroupés autour de Redon, notamment, et qui ont un intérêt, et qui portent un intérêt sur le modèle économique de Redon. Donc, c'est 15 EPCI qui sont entre Nantes, Vannes, Rennes, Angers. Donc, c'est que des EPCI de petite taille. Ça fait à peu près 500 000 habitants, globalement, répartis sur ce territoire-là, et qui ont la volonté d'aller vers ce modèle et créer de la valeur ajoutée sur leur territoire, créer de l'emploi et avoir un véritable impact sur leur environnement. De la même manière, et c'est ma dernière slide en plus, donc ça laissera plein de questions derrière, on peut réfléchir l'hydrogène aussi par rapport à des sites industriels qui veulent maîtriser leur coût énergétique et pas être soumis au coût du marché de l'électricité, par exemple. Et en fonction de leur spécificité locale, elles peuvent valoriser beaucoup de choses. En fonction de leur surface, elles peuvent installer du panneau photovoltaïque pour générer de l'énergie, la journée par exemple, ou stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène, c'est possible aussi. L'avantage de stocker sous forme d'hydrogène, c'est que le froid, les intempéries n'ont aucun impact sur la quantité d'énergie stockée, contrairement à l'électrique, qui le froid, on sait bien que batterie et froid, ça fait pas bon ménage. Pour ceux qui ont des véhicules hybrides et puis qui branchent leur véhicule dehors, l'autonomie batterie est faible quand même. On peut valoriser d'autres intrants, tels que des effluents agri-agro, type urine de porc par exemple. C'est possible, et l'intérêt de ces molécules-là, c'est que l'énergie nécessaire pour dissocier l'urée est 3 fois moins importante que pour dissocier de l'eau. Parce que les liaisons internes entre molécules sont différentes et sont beaucoup moins fortes. Toujours par électrolyse, on peut aussi réfléchir, toujours sur le principe de valoriser les ressources localement. S'il y a du biométhane sur un territoire qui peut être utilisé, il est possible de faire du vaporéformage ou vapocraquage du biométhane avec captation du CO2 et valorisation du CO2. Le CO2 peut être valorisé dans beaucoup d'autres choses. On peut le valoriser aussi dans le traitement des eaux pour tamponner le pH des eaux usées à la sortie de la station d'épuration. On peut le valoriser dans les serres. Bref, en fait, le modèle
proposer, c'est de penser global et comment on arrive à optimiser les services rendus par unité d'énergie consommée. Et globalement, on peut aussi décarboner du coup une grande partie des activités du site industriel et rendre potentiellement aussi autonome en énergie avec du PV la journée, enfin du photovoltaïque la journée et la nuit, de l'hydrogène qui alimente un groupe électrohydrogène par exemple, globalement. Et c'est cette manière-là, en fait, qui fait que chez H2X, on est un petit peu différent. Alors déjà, des industriels du monde globalement de l'hydrogène, parce que généralement, les industriels de l'hydrogène sont focalisés sur un segment de marché. Soit sur la production, soit sur la distribution, ou soit sur les usages. Nous, on a décidé d'aller sur tous les segments de marché, et sur un segment de marché qui est peu exploré, la mobilité légère aussi, pour justement créer des services de mobilité et des services adaptés. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention.